Jean-Pierre, mais simplement pour introduire le débat, c'est dommage. Donc, il y a Jean-Michel Vincienne qui venait de parler, qui est écrivain, conférencier, musicien et spécialiste de l'histoire des réserves indiennes, il vient d'en parler. Et Claudette, qui est aussi président de la fédération Paris-NEC de Guyane et coordinatrice de la femme et de la famille de Coïcea. Voilà, et donc on attend Claudette Labonté. Non, on attend Aurélie, je veux dire, que Jean-Pierre essaye de joindre, excusez-moi. Bon, mais voilà, je suppose que vous avez tous et toutes vu le film Woman Warrior et qu'on peut se parler, poser des questions, donner des points de vue par rapport à la situation et la lutte des femmes dans l'Amérique du Nord, Amérique du Nord, par rapport à la défense de leur culture et tout ce qu'elles ont mené depuis les années 70 jusqu'à maintenant pour défendre leur terre également. Je ne sais pas qui veut intervenir, qui veut prendre la parole par rapport au film. Ce film qui est déjà passé il y a 1 an et demi à Toulouse, dans les Utopia. Je peux dire, je peux dire quelque chose pour commencer par rapport au film, oui. pour pas. Bien, oui. Un détail, en fait, c'est vrai que le titre aujourd'hui, en 2021, peut porter à confusion Warriors Woman, femme guerrière, dans le sens où on peut le voir avec un regard qui pourrait penser uniquement au fait des femmes activistes. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que à l'époque, on montrait beaucoup les hommes activistes pour la bonne raison que le média américain ou le média occidental, lui, il internalise un fonctionnement. Et donc, chez nous, on focalise beaucoup sur les hommes par rapport aux résistants et tout ça. Et c'est pour ça que les hommes avaient le devant de la scène, des gens comme John Trudell ou Russell Means, des gens de l'American Indian Movement. Mais en fait, le creuset, c'est aussi toutes les femmes, mais le média ne s'y intéressait pas. Et en fait, ce qu'il faut dire, pour ne pas se tromper, il n'y a pas un parallèle ou une division avec d'un côté. Je vous coupe, on a Aurélie qui rentre là. Voilà. Il n'y a pas un parallèle entre le combat des femmes et le combat des hommes chez les Amérindiennes du point d'Amérique du Nord. C'est vraiment un tout. Et là, c'est vrai que le film met en lumière aussi le combat des femmes parce que le média traditionnel occidental ne se focalisait pas sur les femmes, mais plutôt sur les hommes, en fait. C'est pour ça. Mais comme le dit bien un intervenant, je soulève la phrase d'un intervenant Lakota dans le film qui dit un proverbe Lakota qui dit que quand on veut des belles paroles, on invite les hommes et quand on veut que des actions soient faites, on invite les femmes. Oui. Mais dans beaucoup de pays, oui. Elles ont été à la pointe de certains nombres de luttes, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Aurélie, vous avez le micro coupé, je crois. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai eu plein de difficultés de connexion. Donc, on s'inquiétait de vous retrouver. Bon, voilà, mais c'est bien que vous soyez parmi nous. Donc, juste, je rappelle que vous êtes donc anthropologue et que vous êtes donc historienne de l'art, présidente du comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, du comité CSIA Nitassinan. Vous pouvez nous en dire un mot peut-être, vous présenter en même temps? Voilà. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis docteur en anthropologie. J'ai fait une thèse sur les artistes femmes autochtones des États-Unis et du Canada entre 1969 et 2019. Et sinon, donc, je suis présidente du CSIA Nitassinan depuis 3-4 ans maintenant. En fait, donc, c'est une association qui a été créée en 1978 à la suite donc de la venue d'une délégation de représentants et représentantes autochtones aux Nations Unies en 77, donc pour la conférence contre les discriminations faites aux populations autochtones des Amériques. À l'époque, on parlait encore de population, et ça a été le grand enjeu de cette lutte pour que justement ils soient reconnus en tant que peuple souverain, et donc en vue de leur autodétermination.
Et donc, dans le cadre des actions menées par le CSIA, ponctuellement, voilà, on choisit des œuvres culturelles, artistiques qu'on veut vraiment mettre en avant. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai sous-titré le film, qui m'a paru absolument fondamental pour mieux comprendre toute la complexité des mouvements de résistance autochtones actuellement aux États-Unis, au Canada, et puis plus largement dans toutes les Amériques, puisque Claudette pourra mieux nous en parler, mais les femmes ont leur importance, sont en première ligne aussi en Guyane, etc., pour se battre contre tous les projets actuellement liés par exemple à l'extractivisme et tout ça. Et donc on a pensé que c'était une évidence d'accompagner Warrior Woman. Voilà. Bon, merci. Donc, je vais passer la main après à Roger pour reprendre le débat, mais je voudrais revenir un peu sur ce film. Et comme je disais auparavant, on avait déjà un peu discuté. C'est vrai que le film n'est pas forcément très facile à suivre pour des spectateurs français parce que il y a beaucoup de retours arrière, on ne comprend pas très bien les situations, les personnages, etc. Donc, ça mérite effectivement d'avoir un petit rappel historique sur tout ça. Je crois que Jean-Michel pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. En particulier, il y a un certain nombre d'actions qui sont rappelées dans le film. Alors, on vient d'en parler là tout de suite, c'était la création de l'AIM, de l'American Indian Movement à la fin des années 60, mais il y a eu des actions alors, qui sont citées dans le film, mais qui méritent d'être resituées aussi, celle de l'occupation d'Alcatraz, les actions sur Wounded Knee, sur les luttes contre Union Carbide et les mines d'uranium, les luttes alors il y a des oléoducs, mais il y a eu plusieurs, hein, parce que là aussi, on ne le sait pas trop bien chez nous, hein, on confond des fois les choses. Standing Rock, là, je crois, où l'oléoduc est finalement passé, si j'ai bien compris, ou bien encore le Keystone XL, dont on a parlé plus récemment, puisque Biden vient d'annuler une décision de Trump. Alors, sachant qu'en plus, ce dernier oléoduc, il y a des banques comme la BNP et la Société Générale qui sont derrière au niveau du financement. Donc, ça veut dire que c'est des luttes qui touchent bien sûr les Indiens d'Amérique et les peuples autochtones d'Amérique, mais plus largement, et là je vais juste citer, après je passerai la parole, je vais juste citer, on a eu récemment un débat qui s'intitulait Face à l'effondrement, que faire? Et on avait rencontré Daniel Tanuro, qui est un agronome écosocialiste engagé sur les problèmes environnementaux, et pour le citer, il disait dans les premiers concernés, les premiers non seulement concernés, mais les premiers à engager des luttes contre le changement climatique et qui pourront renverser éventuellement les tendances lourdes de l'industrie, c'est d'abord les peuples autochtones. Et ça, ce combat des peuples autochtones, il me paraît personnellement extrêmement essentiel. D'accord. Donc, on va sûrement en débattre là-dessus, et je crois que ces problèmes-là, ils sont extrêmement liés. Hein. Donc, la défense des peuples autochtones et derrière eux de la terre, et pour mémoire, ce que citait Tanuro en second, c'était les paysans. Hein. Donc, bon, mais voilà. Donc, je n'en dis pas plus. Et peut-être, Jean-Michel, pour peut-être resituer un peu ces aspects historiques, et peut-être, bien sûr, Aurélie, et puis voilà. Allez, je m'efface. Voilà. Merci, Michel. Jean-Pierre, à toi, Michel. Jean-Michel. Par rapport à, juste pour situer certains événements qu'on voit dans le film, comme Alcatraz, c'est dans les années 70-71, je pense, au bout de Nice, c'est 73. Et pour juste un mot par rapport à l'American Indian Movement, donc ça a été un peu un parallèle du Black Panthers. Malheureusement, il a subi le même sort que le Black Panthers, puisque l'American Indian Movement, même s'il a eu un âge d'or, a rapidement explosé en plusieurs chapitres et s'est divisé et puis a été beaucoup moins efficace. Et à cause d'un programme qui s'appelait CONTELPRO, c'est un programme mis sur pied par John Edgar Hoover du FBI et qui était un programme on peut nommer de barbouzerie, en fait, c'est-à-dire d'infiltration des mouvements comme les Black Panthers et l'American Indian Movement, avec des individus qui provoquaient des délits comme de la vente de drogue, des hold-up, tout ça, en fait, pour décrédibiliser, faire exploser le mouvement. Donc, malheureusement, l'American Indian Movement a eu droit aussi
aux conséquences de ce programme. Et c'est pour ça que même s'il a été puissant pendant quelques années, il a rapidement explosé. Mais ça, on le doit à John Edgar Hoover. Il faut dire aussi qu'à l'époque, ces mouvements comme Black Panthers et American Indian Movement étaient intimement liés à une certaine gauche radicale qui était en train de monter, une gauche issue des sociologues comme Marcuse, tout ça. Et donc en 1956, ce programme CONTELPRO a été mis sur pied pour l'explosion des gauches radicales liées à l'American Indian Movement, aux Black Panthers et à tout ça. Donc je vais m'arrêter là pour l'American Indian Movement. Et je passe le bâton. D'accord, merci. Ce qui est important quand même de signaler par rapport à l'American Indian Movement, c'est déjà ça naît donc effectivement en 69 mais ça, je pense qu'il est intéressant de mettre en évidence par rapport au film, c'est quand même toute sa survivance, parce que enfin, Madonna Thunderhawk, qui est membre de Women of All Nations, qui est le pan féminin de l'American Indian Movement, et a eu toute sa place et toute son action et toute sa force dans les actions qui étaient menées, puisque le film le met bien en évidence. Sans ce pan-là, il n'y aurait pas eu toutes les mobilisations qu'il y a eu par la suite. Donc on parlait de contre Carball Union, l'action qu'il y a eu aussi au Mont Rushmore, ou encore donc, plus récemment, comme ça a été dit, à Standing Rock. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce morcellement qu'il y a eu de l'AIM, l'AIM existe toujours, parce qu'en fait, justement, c'est aussi cette dimension en forme de chapitre, entre guillemets, mais ils étaient obligés de par déjà l'étendue, la vasteté des États-Unis, et puis ça perdure quand même actuellement, puisque là, actuellement, si on voit les personnes qui ont été arrêtées dans l'occupation, entre guillemets, du Mont Rushmore, quand Trump a voulu célébrer la fête nationale des États-Unis en allant à cet endroit emblématique, c'est encore des militants de l'AIM qui ont été arrêtés et qui viennent tout juste d'être, entre guillemets, lavés de tout, enfin, toute infraction, etc. Mais je veux dire, mais c'est quand même des membres de l'AIM qui ont encore été poursuivis. Je pense par exemple à Nathaniel Means, qui est le fils de Russell Means, ou qui était une figure emblématique de l'AIM des années 70, etc. Donc je pense quand même qu'il y a, malgré cette période un peu emblématique, et pour plein de raisons, parce que c'est l'époque de la fusillade de Wounded Knee, évidemment ce qui entraîne l'arrestation de Pelletier, tout ça, comme vous, tu l'as très bien dit, pour le CONTELPRO, mais ça a quand même encore une vivacité, je pense, enfin une vitalité, une force de résistance très actuelle. Enfin, je pense que c'est mon point de vue et on peut en débattre. Oui, ça a survécu. Juste ça, oui. En fait, ça a survécu, mais ce qu'on voit bien dans le film, et tu l'as dit d'ailleurs, quand il y a la naissance de l'American Indian Movement, il y a vraiment un enthousiasme et un espoir qui naît parce qu'ils se réunissent. Et d'ailleurs, ça naît dans les villes. Une des dames que je connais là-bas, justement, l'a connue à Minneapolis, c'est là où c'est né, et me disait qu'ils se réunissaient. Alors ça, c'est bon, le paradoxe, hein, ils se réunissaient sous des églises que le curé leur prêtait. Alors bon, le curé avait changé de bord, tu vois. Mais disons que l'enthousiasme du début, où ils se sont retrouvés ensemble, ce qu'a fait Hoover, en fait, c'est simplement d'introduire le doute. Et partant de là, ça s'est divisé en chapitres, mais bien sûr qu'il continue à exister. Mais c'est vrai qu'il a réussi à un peu leur saboter cette espèce d'enthousiasme et d'unité du départ. C'était son boulot. Hein. C'est toujours divisé pour mieux régner. Hein. Oui, c'est ça. Bon, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour soit commenter le film, soit pour évoquer les suites ou les débouchés, qui s'est passé après Standing Rock, et après l'histoire de l'oléoduc. Enfin, on peut parler du film ou bien parler de ce qui se passe actuellement, aussi bien en Amérique du Nord que dans tous les pays autochtones, où les personnels autochtones, les personnes autochtones sont toujours plus ou moins inquiétées pour continuer à survivre, à faire vivre. D'ailleurs, un truc dont on ne parle pas dans... Pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, oui, peut-être Claudette pourrait se présenter. D'accord. Tu veux dire Aurélie?
Non. Ok. C'est bon, je peux me présenter? Oui, Oui. excuse-moi, oui, vas-y. Donc, voilà, donc, je suis Claudette Kawakukienne, c'est le clan en fait de mon peuple. Et on dit Kawakukieno pour les femmes. Et le nom qu'on nous donne, c'était la bonté, donc le nom français, Claudette la bonté. Donc, je suis du peuple Palicourt de la Guyane française et présidente de la Fédération Païkwene, donc un des 6 peuples de la Guyane française. Et je suis également coordinatrice de la femme et de la famille à la COICA. Donc, c'est une organisation autochtone qui se coordonne avec les 9 pays pour pouvoir se soutenir et faire remonter les revendications autochtones auprès des instances de l'ONU et du gouvernement. Donc, le film, je l'ai vu, est très inspirant. Donc, pour les femmes, effectivement, en Guyane française, on est en train de se structurer en tant que femmes autochtones, puisque c'est l'ère de la femme amérindienne. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de retard ici, mais on a toujours été présents dans les combats, dans les revendications autochtones auprès des hommes. Et en ce moment, on essaye de, comment dire, on essaye de mettre une organisation officielle de femmes autochtones, puisque en Guyane, comme vous le savez, en France, carrément, on n'est pas reconnu en tant que peuple autochtone en France. Du coup, on est obligé de se battre. Et les droits des peuples autochtones ne sont pas respectés non plus. Donc, on les fait remonter. On travaille également avec les instances de l'État, mais toujours en dénonçant et donner plus de visibilité, puisque c'est notre levier, on va dire. Et quand on donne de la visibilité, on est écouté et à ce moment-là, on est reçu. Nos autorités coutumières soutiennent également les militants et les militantes, puisqu'il y en a énormément de militantes. À savoir que dans beaucoup d'organisations autochtones en Guyane, il y a des présidentes, donc comme moi, il y a des chefs, des femmes chefs coutumiers, et il y a, on est quasiment que des présidentes, hein, je vais dire, sauf dans une organisation autochtone où est-ce qu'il y a un homme, mais la plupart sont des femmes. Donc, on est bien présent. Et en parlant un peu de tout ce qui est comparé aux films et aux femmes du Nord, donc on va dire les autochtones du Nord, donc pour nous, vues d'ici, elles sont déjà beaucoup plus avancées que nous, mais elles nous inspirent et c'est grâce à ça qu'on a commencé à quand même à porter la voix, élever la voix en tant que femme et faire remonter nos droits, puisqu'on n'en parle pas beaucoup dans le film. C'est qu'effectivement, on est vraiment dans tout ce qui est militantisme et reconnaissance garantie de nos droits. Mais il y a également, avec cette ère, il y a beaucoup de choses qui ont été apportées par les Occidentaux et qui touchent également les peuples isolés, qui touchent également nos cultures, nos traditions. Et ça, on ne le parle pas souvent. Donc, un exemple que je donne, à l'époque, c'est vrai qu'on est des peuples de la forêt, il n'y avait pas l'argent, on vivait avec ce qu'on avait. Là, on apporte avec tout ce qui est loi, donc il y a des aides, il y a de l'argent au niveau de l'allocation familiale qu'on verse à des familles, il y a l'alcool qui rentre, il y a la drogue, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent également, la frustration des maris qui rentrent et qui ne trouvent pas de travail, puisqu'il y a énormément de marginalisation dans nos peuples. Du coup, ça a des retombées également. Pareil chez les jeunes qui sont éloignés de leur village, qui sont obligés de partir pendant 1 mois ou 2 mois et ils partent. Et donc, ces coups de temps-là, ça fait un choc culturel. Et là, on parle de tentatives de suicide et c'est énorme en Guyane française, les tentatives de suicide. On est à un taux de suicide 20 fois plus élevé que celui des Occidentaux. Donc, ça, c'est le combat où les femmes ont décidé de vouloir changer la donne également, puisque nos familles sont touchées. Et on estime que on arrête là, on stoppe les choses. Il faut qu'on soit plus visible, il faut qu'on porte la parole. Effectivement, comme dit Aurélie, l'extractivisme, on est en plein dedans en Guyane. Et les malformations, les accouchements, tout ça, c'est nous qui les subissons, on est en premier plan. Donc, oui, les hommes, ils portent sagement la voix. Ça me rassure, puisque à chaque fois c'est vrai que je suis assez fort dans les paroles et beaucoup de gens, même des autochtones, d'hommes autochtones, qui me disent que je suis très radicale. Mais pour moi, je trouve que
on n'avance pas suffisamment, étant donné que j'estime qu'on a beaucoup de retard et que là, on parle de suicide de jeunes, on parle d'énormément de choses. Et là, le film, elle m'a vraiment ouvert l'esprit et me montre que je suis dans la bonne voie, puisqu'on parle de génocide également. Si on ne fait rien pour nos jeunes qui viennent, la future génération qui est en train de se suicider, qui demande à l'aide, et que rien n'est fait, on parle carrément de génocide. Donc, voilà ce que je peux dire. Le modérateur a le micro coupé. Voilà. Oui, j'avais mon micro coupé parce que j'avais du bruit dans la maison et donc je n'arrivais pas à le remettre en route. Eh bien, c'est une situation, on sait qu'en Guyane, c'est très difficile, notamment pour les femmes et pour les jeunes, pour beaucoup d'autres aussi. Ça ne me surprend pas et en même temps, on est un peu sans savoir trop que faire, sinon signer les pétitions qui passent de temps en temps, se battre pour la protection de l'environnement, mais il est vrai que les personnes sont mises à grande épreuve. Voilà, bon, je rajouterai une question là, concernant justement le film en parle aussi, et je crois que Jean-Michel y a fait référence aussi, la reconnaissance des peuples, et pas des populations, des peuples autochtones par les instances internationales comme l'ONU. Et ça, c'est quand même un point qui est quand même assez important, parce que c'est vrai que on connaît, si on connaît mal la situation nord-américaine, on ne connaît pas forcément très bien celle des peuples autochtones de Guyane. Ça, c'est une certitude. On en parle très, très peu chez nous, hein, ou occasionnellement par des pétitions, comme dit Roger. Mais et la France, en plus, dans sa vision, comment dirais-je, républicaine uniformisante, ça rentrait dans les débats actuels touchant les séparatismes et tout ça, n'a pas vraiment dans l'esprit de reconnaître des particularités et spécificités de peuples. Est-ce que cet aspect de reconnaissance des peuples guyanais, est-ce qu'il y a quelque chose il y a des avancées côté instance internationale? Alors, pour une reconnaissance, l'État français a mis en place ce qu'on appelle le Grand Conseil coutumier. Donc, le Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushilingués. Donc, les bushilingués, ce sont les peuples tribaux. Donc, cette instance, elle est très bien, mais le souci qui vient, c'est qu'elle n'est que consultative. À savoir que c'est une instance consultative, mais il n'y a pas de protocole de consultation. Donc, le protocole de consultation, je pense que c'est la base de pouvoir faire respecter également les droits des peuples autochtones. Donc, elle fonctionne très mal en ce moment, le Grand Conseil coutumier, puisqu'elle n'a pas été préparée en amont, elle n'a pas non plus, comment dire, tout le levier pour l'aider à fonctionner, puisque là, on parle d'autorités coutumières. Donc, les autorités coutumières, elles ne sont pas non plus obligées d'avoir enfin, elles n'ont pas de grandes études, on va dire, que chez nous, les études, les enfants en général ne vont pas très loin, puisque je vous ai parlé de choc culturel également et de marginalisation. Donc, il y en a qui arrivent très, très loin, mais des fois, ils ne reviennent pas en Guyane, ils restent en France métropolitaine. Il y en a qui reviennent, qui travaillent avec les autorités coutumières, avec les organisations autochtones. Mais en ce moment, le Grand Conseil coutumier, on a demandé qu'il soit réformé et réorganisé, puisqu'on ne peut pas fonctionner si il n'y a pas l'administration qui suit également, puisqu'il faut être porteur de projet. On demande du jour au lendemain à nos autorités coutumières de faire de projets, de budgétiser et de rentrer dans l'administration. Et nos autorités coutumières, ils ont l'habitude de gérer un village, une population de 400, 500, 600 personnes, tout dépend du village où est-ce qu'ils gèrent. Et des fois, c'est un travail à temps plein, ce travail d'autorité coutumière. Donc, après, ils doivent se libérer pour pouvoir déjà travailler pour eux-mêmes en tant que personne. Et ensuite, travailler également pour le Grand Conseil coutumier, c'est énorme. Et il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'aide. On doit se débrouiller tout seul. Donc, on essaye de soutenir en tant qu'organisation autochtone, mais on le fait bénévolement. Donc, il n'y a rien si on doit aller faire une mission pour suivre ce qui se passe, pour aider nos frères de l'intérieur, puisqu'on est beaucoup dans la solidarité,
pour aller en déplacement, c'est très cher, ça coûte des fois 2000 €. Où est-ce qu'on va sortir ça? On n'a pas tout ça d'argent. Donc, on est obligé de s'intégrer soit à une mission de la préfecture ou à une mission de l'ARS pour pouvoir être présent. Et s'ils veulent de nous, s'ils ne veulent pas de nous, ben, on n'est pas dans, dans la mission. Donc, tout ça, c'est une façon de voir, mais effectivement, nous sommes dans le réveil, nous sommes en train d'essayer de nous organiser. C'est vrai qu'on l'a bien dit, on joue beaucoup dans la division, ça c'est clair. On a des fois des représentants qui prennent des autorités coutumières à part ou des peuples à part, et puis c'est comme ça qu'on arrive à diviser certaines personnes, enfin certains peuples, certaines autorités coutumières. Mais voilà, on essaye de travailler ensemble. On n'a pas d'organisation propre, je vais dire, qui n'est pas bridée, en fait, sauf les organisations autochtones, mais qui est officielle de l'État. Je vois qu'il y a Marie Lefebvre qui voudrait intervenir. Est-ce que Marie, tu peux prendre la parole? Elle active son micro. Ouais. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Moi j'ai vu le film en début après-midi et j'étais encore un petit peu sous le choc et le charme, je ne sais pas comment le dire, tout mélangé de ce film quand je suis venue là tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'histoire des Amérindiens des États-Unis, on la connaît bien, on croit la connaître bien en tout cas. Ce qui m'interpelle, c'est que, ce qui m'a paru très important dans le film, c'est cette reconquête de l'honneur qui a été faite par les femmes, je crois, à travers leur action, leur honneur, la fierté d'être amérindien. Attendez, excusez-moi, je suis à la limite de batterie, je vais juste vous demander 2 secondes. Sinon, ça va s'arrêter. Tu vas être déconnecté. Ouais, je vais être déconnecté. Où est-ce que je fais le branchement? 2 secondes. Vas-y. Voilà. Trouvé. Et tout ça, c'est vrai que c'est très bouleversant et ça manque pas quand même de rappeler, peut-être de manière un peu moins dramatique, mais j'en sais trop rien, ce qui se passe aussi dans nos cultures, hein, au niveau européen, au niveau des minorités qui vivent dans les pays européens. Voilà. Après, la Guyane, bon, moi je suis ingénieur du CLES et donc je suis allée en Guyane très souvent. C'est un pays que j'adore et j'avais vraiment pas conscience de ce que vous dites. Vraiment aucune. Je veux dire, on a l'impression qu'en Guyane, enfin, il y a beaucoup de bidonvilles, mais qui sont occupés essentiellement par des immigrants qui viennent du Brésil. Ça, c'est sûr, avec beaucoup d'insécurité. Et à côté de ça, on a l'impression que les peuples amérindiens vivent comme une sorte de bulle. C'est-à-dire qu'ils sont protégés par la forêt, ils sont protégés presque même par les autorités. Et ce qu'on conçoit très bien, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que quand les enfants veulent faire des études, il faut qu'ils quittent leur village, ça on le sait, que ce sont des grandes distances, et c'est vraiment un choc culturel énorme. Mais on n'a vraiment pas... Enfin, je crois que votre travail est très important parce qu'on n'a vraiment pas mentalisé le fait qu'on peut rentrer dans la vie moderne tout en gardant ses racines. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, je pense, pour des minorités comme les vôtres, notamment dans un pays comme la Guyane. Voilà, donc ce n'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des remarques que je fais comme ça au fur et à mesure que j'écoute tout ce que vous dites. Bon, de mon côté, c'est vrai que moi je fais partie d'une minorité, avec la minorité catalane, qui revendique beaucoup de choses actuellement et qui le fait contre, je veux dire, avec pratiquement en face toute l'Europe et qui refuse. Donc c'est vrai que on n'est pas dans la même
situation dramatique au niveau comment dire, de notre vie. Voilà, on est relativement bien intégré, mais on veut protéger nos racines, on veut protéger notre langue, on veut protéger notre façon de vivre aussi. Et on s'aperçoit que si on reste dans un pays très intégrateur comme l'Espagne, ça va disparaître, on va disparaître. On va être complètement éliminé. Donc ça, c'est quelque chose qui est remonté très fort au XXe siècle et au XXIe siècle, au début de ces temps-ci, avec la revendication d'indépendance. Mais je pense que c'est très différent pour des Amérindiens qui sont aussi dans des... Alors, ceux qui vivent au nord, et certainement, c'est un petit peu semblable, c'est-à-dire il faut protéger l'identité pour pouvoir survivre et garder ce lien avec le passé. C'est peut-être différent en Amérique du Sud et en Amérique centrale, je ne sais pas. La Guyane est un peu un cas particulier. La Guyane, vraiment, j'ai l'impression que c'est le pays du CNES, quoi. Enfin, et que sans vouloir défendre l'organisme dans lequel je travaille encore, il y a toujours beaucoup de bonne volonté, mais je crois qu'on ne sait pas le faire. Et c'est très important, en effet, que vos voix se fassent entendre, votre voix se fasse entendre. Ça, c'est très, très important. Claudette, une réaction? Comment? Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, effectivement, c'est vrai qu'en Guyane, quand on vient, on est souvent silencieux. On dit toujours que les Amérindiens ne disent rien. Ils sont souvent silencieux. Mais en parlant de changement climatique, en parlant de protection de l'environnement, c'est vrai qu'il y a le côté et l'aspect et qu'on ne voit pas si l'Europe a sa part dedans également. Là, je parle des agricultures abusives qui se font en Guyane française. Donc, la spéculation foncière également se fait énormément ici. Elle est financée par l'Europe. Il y a des centaines d'hectares qui sont déboisés, financés par l'Europe. On le voit quand on va dans les champs entre Cayenne et Regina. On peut y aller entre Cayenne ou même le centre spatial. On voit, quand on va dans les champs, on voit que c'est financé par le... Enfin, moi, ça me fait mal puisque on sait parfaitement le nombre de personnes qu'il y a en Guyane française et qu'on n'a pas besoin de tout ça d'hectares pour pouvoir survivre. Je suis désolée, nous, on a parfaitement vécu avec la forêt sans pouvoir autant la détruire. On parle de projets de biomasse, on parle de projets de montagne d'or, des mines industrielles ici, mais ensuite, d'un autre côté, on a notre représentant, donc le président, qui va dans le changement climatique, qui se dit qu'il est protecteur de la nature, qui donne énormément d'argent pour les peuples autochtones du bassin amazonien. Mais attention, on retire la Guyane française de ces fonds d'urgence. Donc, au secours, je ne sais pas dans quoi on vit, mais c'est normal que nous, maintenant, on décide en tant que femmes également, en tant qu'autochtones, de se rebeller contre ce gouvernement qui, en fin de compte, nous demande qu'à nous rester, qu'on soit toujours colonisés. Et il attend quoi, en fin de compte? Si on laisse faire ce genre de choses, on parle, c'est pour ça que je reviens dessus, et c'est pour ça que le film m'a vraiment fait réaliser qu'on parle de génocide, quoi. Donc, c'est pas possible qu'on se laisse faire comme ça, assimiler petit à petit, nous éteindre petit à petit. C'est vrai qu'on nous tue pas comme le Brésil, où est-ce qu'on assassine les leaders, mais là, on parle de nos jeunes qui quand même se tuent et que la France ne peut rien faire, que des gaïperos qui viennent dans les villages éloignés, qui polluent, qui empoisonnent la rivière et que les autorités ne font rien. Ils sont toujours là, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils répètent la même chose et c'est pas qu'ils ne font rien, mais qu'ils ne se donnent pas non plus les moyens de faire quelque chose. Puisque on a quand même, on est quoi, 5e, je crois, puissance du monde au niveau de l'armée. Pourquoi il n'y a rien qui est encore fait? Donc, on peut trouver des traités entre les frontières, entre les autres pays, on peut chercher des compromis. Mais là, c'est vraiment une intention de vouloir soit
parler au nom des peuples autochtones comme ils le font actuellement, puisque avec le Covid, j'ai coordonné énormément de choses entre les peuples autochtones et le gouvernement et l'ARS et l'État, la préfecture. Au début, on a demandé notre participation pendant 3 mois. On ne nous a pas répondu. On nous a mis hors de la table de la crise d'urgence. On a alerté, on a dit qu'on vit différemment, on a des particularités. À un moment donné, ça va tomber dans les villages et tous les autres villages vont suivre. On a prévenu, ils n'ont pas voulu écouter et automatiquement, ça a fait c'était catastrophique chez les Amérindiens. On a perdu du monde. Et à ce moment-là, ils sont venus à taper à notre porte en disant « On a besoin de vous parce que maintenant, les Amérindiens ne veulent plus nous écouter. » C'est pas comme ça, en fait. Pour moi, c'est un manque de respect déjà des racines de la Guyane, c'est un manque de respect des peuples autochtones. Je suis désolée, avant de faire quelque chose, avant de porter un projet à travers nos peuples, il faut d'abord nous consulter si on est d'accord avec ce que vous voulez ou avec qu'on travaille en commun, en collaboration. C'est tout ce qu'on demande. Donc, voilà. C'est sûr que le problème du mercure, notamment, hein, et leur paillage de mercure, c'est dramatique. C'est quelque chose qui est vraiment très visible. Et on s'étonne que ça puisse encore exister, quoi. Parce qu'on le sait depuis 20 ans, qu'il y a des orpailleurs au milieu de la forêt, etc. Et en plus, ça crée une insécurité. Enfin, un de mes collègues du CNRS a été tué quand même en pleine forêt. Hein. Il s'est trouvé sur un sentier, et il a été face à des orpailleurs, il a été tué. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail en Guyane à ce niveau-là. C'est vrai que c'est sûr qu'aujourd'hui, là, je découvre pas mal de choses. Ça me plaît beaucoup. Et dans le film, c'est vrai que quand je regarde vers la fin, où est-ce qu'il commençait à venir aux armes, à devenir plus agressif pour se faire entendre également, en plus, c'est porter la voix plus haut que possible. Et s'il fallait des armes, eh ben, il fallait qu'on y aille, quoi. Et quand je regarde le film et je me dis, à un moment donné, non, il va falloir qu'on y arrive. Il va falloir qu'on passe à l'acte pour se faire écouter, pour qu'on arrête quand même, qu'on respecte nos jeunes, qu'on respecte tout ce qui se passe, enfin qu'on respecte les peuples autochtones, quoi. Donc, ça m'a percuté et je me suis dit, j'espère qu'on ne va pas arriver à ce stade, qu'on va essayer quand même encore de pouvoir collaborer, de pouvoir discuter, de pouvoir faire ce réveil. Et je pense que les femmes jouent un rôle essentiel de faire ce réveil, puisque c'est vrai que le mouvement autochtone, ça a commencé depuis 84 avec les peuples Kalinia, et ça a bougé avec certains territoires qu'on a pu avoir, les aides-ducs, donc les zones de droit d'usage. Mais il n'y a toujours pas cette reconnaissance, il n'y a toujours pas ce respect, il y a toujours cette marginalisation, on a toujours l'impression d'être figurine dans un projet, donc qu'on ne nous écoute pas, qu'on essaye de crier dans un puits, mais il n'y a rien qui revient. Donc, le film, il est très parlant, il est très inspirant. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié surtout les femmes et je pense que ça va jouer énormément sur… en tout cas, de mon côté, je vais en parler pour les femmes d'ici pour pouvoir les sensibiliser à pouvoir porter plus la voix. Aurélie voudrait intervenir. Je rappelle qu'Aurélie, non seulement est présidente de l'association dont elle a parlé tout à l'heure, mais c'est elle aussi qui a assuré le sous-titrage du film. Hein, Aurélie? Oui, merci Jean-Pierre. Je voulais un peu rebondir sur ce que disait Claudette. Déjà, merci beaucoup pour ta présence et ton témoignage qui est extrêmement fort. Et si je puis me permettre de faire le lien entre toi, ton expérience et celle de ces femmes qu'on voit dans le film, bah, tu as employé les mots, c'est ce terme de génocide et qui est reconnu par l'enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones portées disparues, assassinées au Canada. Donc là, je bascule au Canada, mais pour mieux revenir sur les États-Unis et sur la place des femmes autochtones de manière plus générale, c'est qu'il y a un véritable génocide qui est en cours sur les femmes autochtones liées à ces projets extractivistes dont on parle dans le film, dont Claudette parlait également, puisqu'en fait, ces projets qu'on peut voir comme un Standing Rock,
c'est des entreprises évidemment qui sont derrière, des multinationales qui pour leur chantier nécessitent de la main-d'œuvre bon marché, des travailleurs précaires qui viennent s'installer dans des camps d'hommes, enfin ce qu'on appelle des camps d'hommes. Et le fait que ces projets s'accentuent augmente la vulnérabilité des femmes, puisqu'elles se retrouvent confrontées à plus de féminicides, donc le meurtre de femmes parce qu'elles sont femmes et autochtones, et plus en prise au trafic d'êtres humains aussi. Donc quand on parlait d'extractivisme tout à l'heure, et ce qui est un peu abordé dans le film par le biais, quand Madonna Turner Hawk reparle de tout ce harcèlement, de tout ce sexisme qui existait déjà dans les années 70 à l'encontre des femmes autochtones, mais qui existe toujours, ça, c'est réalité encore très concrète à l'heure actuelle. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, il me semble, sur Jean-Pierre ou peut-être Roger, je ne sais plus, sur à la fois l'existence de ces projets extractivistes, les luttes contre les projets extractivistes et qu'est-ce qu'on peut faire. Clairement, ce sur quoi nous on travaille en tout cas à l'association, en solidarité avec les peuples en lutte, c'est les campagnes de désinvestissement, c'est se mobiliser contre les banques qui sont derrière ces projets avec les multinationales, etc. Parce que les banques qui sont derrière, c'est des banques européennes, c'est des banques françaises, donc on a une implication directe. Et après, je ferai le lien avec la Guyane, bien sûr, mais aux États-Unis, au Canada, la France, par la Société Générale, par BNP Paribas, par Natixis, par toutes ces grosses banques et aussi les compagnies d'assurance, on a notre responsabilité encore à l'heure actuelle. Et c'est quand même c'est une forme de néocolonialisme qui demeure par l'implication des États, par l'implication des multinationales, par les banques, soit européennes, soit françaises. Et donc voilà, donc vraiment les campagnes de désinvestissement, c'est des luttes qu'on mène depuis plusieurs années déjà, et en partie donc depuis Standing Rock, où on voit que Madonna Thunder Hawk, Marcella se sont beaucoup mobilisées. C'est pousser des banques comme BNP Paribas en octobre 2017. On a poussé avec des alliés femmes en grande partie autochtones à ce que des grandes banques, j'hésite entre grandes et grosses, donc ça fait un mix, ces banques se retirent à hauteur de plusieurs millions d'euros, quoi. Et si j'insistais là-dessus, c'est aussi pour dire à quel point les pratiques capitalistes ont dans toute leur dimension libérale, pillent à la fois les terres, les territoires et les corps. Et il y a clairement, je pense, un parallèle qu'on peut faire entre le manque de respect, le racisme qu'il y a à l'encontre des peuples autochtones sur leur propre terre, et le manque à la fois de respect pour l'environnement en général, mais ces peuples en particulier, et l'environnement. Donc il y a vraiment un lien entre le racisme envers des peuples en particulier et le pillage de la terre dans sa globalité. Et juste pour finir, parce que je parle longtemps, mais c'était... je pense que Montagne d'Or en Guyane, ça cristallise tellement, ça met tellement en évidence tout cet impact néocolonialiste de la France qui refuse le respect de la Convention 169 de l'OIT avec le consentement libre, préalable et éclairé sur des projets méga miniers qui mettent en péril et Claudette, tu en parleras mieux que moi, mais voilà, des peuples, des femmes, des enfants, etc. Et tout est lié, quoi. Jean-Michel demandait la parole aussi. Oui, puisque j'ai mis tout ce temps à trouver la main. Donc, alors, oui, je voudrais enchaîner sur ce qu'Aurélie a dit. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est Aurélie tout à l'heure qui a parlé de reconnaissance à l'ONU, tout ça. Donc, ce n'est pas moi. Donc, si elle veut développer plus tard, elle le fera mieux que moi, puisque c'est elle qui en a parlé. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Aurélie et aussi sur ce qu'a dit Marie, et aussi sur ce qu'a dit Claudette. Alors, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, surtout, hein.
Et je ne suis pas trop dans le consensus. Moi, si je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais là, dans ce que vient de dire Aurélie, je suis d'accord pour le trois quarts. Mais par contre, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas parler de notion de racisme et de respect par rapport à la, comment dire, à l'exploitation des terres et des autochtones, parce que ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus gros. Et là, je ne suis pas le seul à avoir cet avis. John Trudell, qui était un activiste amérindien très connu, paix à son âme d'ailleurs, puisqu'il est parti trop tôt, parlait exactement de la même chose. Quand on regarde vraiment l'histoire de la colonisation de l'Amérique du Nord, à partir de 1830, tout ça, c'est là où il y a eu vraiment des règles et des lois. Et quand on regarde le processus qui a été employé pour l'acculturation, bien, on se rend compte en fait que ce processus a été le même de partout dans le monde où s'est créé ce qu'on appelle le concept de nation, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment le coup d'envoi de cette acculturation et de cette espèce de formatage de l'autochtone en un individu valide pour la société de l'occidental. Il commence, bon, aux États-Unis, la création des réserves, ce qu'on appelle une réserve, c'est 1851. Mais disons que le programme vraiment commence en 1878. Vous avez la généralisation des pensionnats. Ça, c'est la prise de la culture. Quelques années plus tard, en 1885, vous avez le Major Crime Act. C'est la généralisation du fait que sur la réserve, le conseil tribal n'est pas souverain pour juger des affaires de justice, si ce n'est état d'ivresse ou ce genre de conneries. Mais pour les crimes majeurs, c'est le FBI. Ça, c'est 85. 1887, 3 ans après, vous avez le coup fatal, c'est le parcellement des terres collectives en parcelles individuelles. Et rien qu'avec ces 3 actes, vous avez exactement la transformation de la vision du monde de l'autochtone, qui n'était pas collectiviste, mais qui se voyait comme une société organique. Vous le transformez en individualiste. Et en fait, ce processus, c'est exactement le même qui s'est passé dans les créations de nations, puisque c'est un concept, la nation, et qui a donné les luttes aujourd'hui des Catalans, des Corses, des Bretons, des Basques, et je ne parle que de la France. Vous voyez. Et si Marie, tout à l'heure, disait qu'il y avait des revendications catalanes, c'est parce qu'en fait, dans l'ultra-capitalisme qu'on vise, une notion traditionnelle d'identité, c'est l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'une identité traditionnelle, c'est une somme de réflexes comportementaux qui vont vous empêcher de subir toutes les injonctions publicitaires et débiles du néolibéralisme qui vont vous atomiser. Ça, c'est encore une armure. Donc, pour qu'un néolibéralisme fonctionne à 100%, il faut ne garder plus que des caricatures d'identité, mais vraiment éradiquer tout ce qui peut être traditionnel et donc qui peut être cohérent. C'est-à-dire une cohérence qui vient à l'esprit, c'est on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Donc, on ne pourrit pas la terre sur laquelle on vit. C'est une cohérence. Cette cohérence, vous l'avez si vous avez encore une tradition en tête, une racine. Mais quand vous êtes complètement atomisé, vous ne l'avez plus. Et c'est la seule, c'est une condition sine qua non pour le fonctionnement à 100% de néolibéralisme complètement décomplexé. Et c'est pour ça que il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment par racisme. Le système capitaliste ou ultralibéral se fout des identités. Chaque fois, je fais la même image. Vous savez, si les Occidentaux avaient débarqué en Amérique du Nord et avaient trouvé des Indiens capitalistes avec une société de consommation et des gouvernements pyramidaux, ben, ils auraient simplement décapité les gouvernements et repris l'affaire en main, vous voyez. Mais ce qui gêne le fonctionnement de l'ultracapitalisme, c'est la vision du monde de l'autochtone. Et la vision du monde de l'autochtone, ou même la vision du monde d'un Catalan, d'un Breton, d'un Basque, qui tient à sa terre et à son environnement. Et c'est beaucoup plus profond. Et donc, ce que subissent les autochtones de l'Amérique du Nord depuis quelques centaines d'années, ce n'est pas du tout une histoire exotique inhérente à l'Amérique du Nord, c'est l'histoire du monde occidental en entier. C'est ce que je voulais dire, voilà, par rapport à ça.
Oui, alors je voudrais intervenir aussi. Effectivement, merci Jean-Michel et Aurélie et Claudette aussi pour vos interventions respectives. Et alors, c'est la chose suivante, c'est cet aspect justement des peuples en relation avec un territoire. Et c'est quand même un point important de cette relation à la terre. Alors, je vais faire référence. Alors, effectivement, typiquement en Guyane, il n'y a pas de territoire indien réservé, à ma connaissance. Il n'y a pas de réserve indienne, pour autant que l'on sache. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, au Canada ou au Brésil, proche de la Guyane, où les Indiens, les communautés autochtones sont censés disposer de territoires avec un certain nombre de règles que tu viens d'évoquer d'ailleurs par ailleurs, Jean-Michel, avec beaucoup de limitations. Cet aspect de revendication du territoire, il est essentiel. Si je prends le cas du Chiapas au Mexique, le soulèvement des zapatistes, il se fait beaucoup autour de la défense du territoire et de leurs droits coutumiers. On est bien d'accord là-dessus. On voit bien qu'actuellement, une des actions essentielles du gouvernement Bolsonaro au Brésil, de casser les droits des réserves, puisqu'il y avait quand même tout un système de gestion des peuples autochtones d'Amazonie au Brésil. Le gouvernement Bolsonaro s'attache à détruire ces peuples-là pour que l'on puisse à nouveau exploiter les ressources, à commencer par les fleuves, mais bien sûr les arbres et tout ce qui s'ensuit, et les minerais dans les réserves indigènes. Et il y a vous connaissez bien, j'imagine, le mouvement des peuples d'Amazone qui a aussi un certain impact actuellement chez nous, mais tout à fait, qui reste malgré tout limité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, j'ai juste un témoignage que je rajouterai par rapport à ça, pour avoir fait la route une fois entre le Venezuela et Manaus, donc au nord de l'Amazonie. Cette route est intéressante parce qu'il y a une réserve indienne qui a été octroyée, et ce n'est pas très vieux, je crois que c'est à l'époque de la dictature militaire, parce que les militaires voulaient tracer les routes à l'époque, les transamazoniennes, et donc ça s'est traduit par une guerre indienne, parce que les guerres indiennes, elles sont encore d'actualité, et avec des massacres indigènes importants. Je crois que l'armée brésilienne a compté quelques 200 morts, donc les Indiens n'ont pas été comptabilisés, mais on peut s'imaginer ce que ça peut donner. Mais ce qui est remarquable, c'est que sur 120 km de route, on traverse la réserve, on n'a pas le droit de s'arrêter, de prendre des photos, etc. Il y a un certain nombre de précautions qui sont prises, mais c'est le seul endroit où l'on traverse vraiment la forêt. Partout ailleurs, que ce soit avant ou après, il n'y a plus que de la savane. Tout a été arraché, tout a été ravagé. Il n'y a même pas de bétail, il n'y a pas de culture, il n'y a plus de forêt, c'est tout simplement. Il y a de la brousse. C'est tout à fait remarquable. Et ça rejoint ce que je disais en introduction, cette importance que les peuples autochtones ont dans la préservation du territoire et dans la préservation de l'environnement. Voilà, alors je voudrais avoir un peu votre avis sur cette question du territoire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Jean-Michel, peut-être aussi, d'ailleurs, sur l'histoire de ces réserves, justement, qu'est-ce que ça devient? Et voilà, je ne sais pas. Bon, les réserves indiennes, bon, je vais la faire courte parce que j'ai fait une longue tirade, donc les autres parlent aussi. Mais les réserves indiennes, en fait, ce qu'on appelle réserve, territoire réservé, c'est 1851, c'est un décret qui s'appelle Appropriation Act, et c'est un décret par lequel le déplacement des tribus est financé, puisqu'en 1830, il y a eu la même chose, mais c'était de force. Là, il est financé en 51, donc c'est moyennant quoi vous restez sur telle partie, on vous donne des outils et de la nourriture et des annuités. Bon, ça n'a jamais fonctionné, mais c'est le départ, c'est 1851. Par rapport au territoire et à la notion de territoire, j'ai un échange épistolaire avec une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Noam Chomsky, et je lui disais il y a quelque temps, il y a quelque chose à creuser, c'est que dans toutes les régions du monde, je parle vraiment au sens littéral du terme, que ce soit en France ou dans les autres pays, dans toutes les régions du monde où il reste une identité forte, c'est là où les luttes environnementales sont les plus acharnées.
Donc, il y a vraiment, et il avait abondé dans ce sens, où il y a vraiment un lien entre la personne qui sait qui elle est, ce qui est complètement cohérent finalement, qui a des racines et qui tient à l'environnement qu'il a vu grandir. Et je me souviens, je terminerai avec ça, lors d'une conférence que j'avais fait en prison à Sioux Falls, dans le pénitencier de Sioux Falls. Bon, je n'étais pas incarcéré, hein, je faisais la conférence. Mais, j'étais invité, c'est si bien qu'on peut être invité dans un pénitencier. Mais je me souviens, le frère de la personne qui m'a adopté traditionnellement là-bas dans le Dakota, c'était un jeune de 20 ans à l'époque. Il avait dit une phrase où il avait tout résumé. Et il m'avait dit j'ai un nom Lakota, j'ai une tête de Lakota, je suis Lakota, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, ça résume le truc parce que, et entre parenthèses, c'est souvent en prison qu'il renoue avec une certaine tradition parce que, comme vous pouvez l'imaginer, quand on se retrouve en milieu carcéral aux États-Unis, la survie, c'est de vite avoir un cadre. Et en général, il y a des anciens qui sont plus ou moins traditionnels que les autres et qui ont des connaissances sur les cérémonies et qui les pratiquent. Donc, en général, ces jeunes renouent avec leur identité en prison. Mais c'est vrai que la phrase de Pepper, c'était son prénom, était assez éloquente par rapport à l'état d'esprit. J'arrête là. Aurélie, peut-être une réaction sur le territoire et sur les réserves en Amérique du Nord? Alors, juste avant, si je peux me permettre de rebondir à autre chose pour mieux Oui, bien sûr. sur le territoire. Je suis désolée, je vais reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure et aussi dans le cadre de mon travail à côté. Je pense que c'est dommageable pour l'analyse des luttes autochtones d'écarter la notion de racisme. Parce que le racisme, les théories racialistes, c'est une existence scientifique qui va asseoir toute la discrimination contemporaine pour les autochtones. Le fait que les autochtones soient inférieurs aux Noirs dans la nomenclature des races par les anthropologues biologistes, par l'anthropologie physique, etc., ça légitime le fait que les Européens continuent à arriver aux États-Unis jusqu'au 19e siècle, etc. Et c'est l'objectification précisément de ces peuples qui conduit aux délocalisations, à la mise en réserve, au pillage des terres actuelles. C'est vraiment une assise scientifique. Alors bien sûr, après, qu'on peut, qu'on veut, qu'on doit, après là, c'est chacun se positionne sur comment on le combat, mais en tout cas, ça a une assise scientifique qui a légitimé tout ce qui a conduit à l'existence du monde à l'heure actuelle. Et aussi, le racisme, c'est quoi? C'est quand on ne reconnaît pas la culture de l'autre parce que c'est pas la nôtre. Et je pense que les pensionnats dont on a parlé, et ça cristallise tout ça. Pourquoi les enfants autochtones, ils ont été envoyés en pensionnat? C'était bien pour éradiquer une culture, c'était bien pour tuer le sauvage qu'il y avait, le sauvage entre guillemets, qu'il y avait dans ces enfants-là. Et quand on les empêche de danser, quand on les empêche de parler leur langue, quand on les empêche de pratiquer leur culture, et justement, pour revenir à cette question du territoire, c'est bien l'arrachement au territoire sur lequel a reposé cette tentative d'assimilation qui n'a heureusement pas été poussée à leur terme. Et je finirai là-dessus, c'est que paradoxalement, les réserves, pour plusieurs peuples autochtones, bah, ça demeure, contrairement à un point de vue occidental qu'on peut avoir, bah, ça demeure le territoire sur lequel bah, le peuple autochtone en question peut avoir toute sa reconnaissance, sa culture, ses pratiques, rester au sein de la famille élargie, etc. Et c'est ce que montre, je pense, très bien le film, parce que ce qui contribue aussi à ce changement culturel, etc., c'est bien les grandes villes, l'urbanisme, etc. Donc je pense que bah,
en tout cas, moi personnellement, pour les artistes que j'avais interrogés, avec qui j'ai pu échanger à ce sujet, et la réserve, bah, elle est à préserver parce que les droits, la souveraineté, les gouvernements tribaux exercent leur pouvoir sur ces territoires où ils appliquent leurs propres lois et leur propre gouvernance, quoi. Peut-être une réaction peut-être sur ces problèmes de territoire et de racisme aussi d'ailleurs. Oui, donc pour le racisme, je vais juste vous raconter une histoire, en fait, un peu de ce qu'on vit. Et pourquoi je dirais même que oui, on fait pas, je pense que c'est du racisme également, puisque ça, c'est un vécu que je raconte, c'est que c'est vrai que je suis militante et que je suis sur beaucoup de dossiers. Et sur le dossier de la chasse, j'ai été sur une intervention avec à peu près une trentaine de personnes autour d'une table pour parler de la chasse en Guyane, ils veulent appliquer la loi de la chasse en Guyane, ce que les peuples autochtones ont refusé, étant donné que nous dépendons, je pense que ce n'est pas possible d'appliquer cette loi ici. Donc les autochtones ont affirmé qu'ils ne voulaient pas du permis de chasse en Guyane, puisque on ne pouvait pas mettre une fédération qui allait contrôler ni comment dire, aller chez le médecin pour pouvoir savoir si on est apte à les chasser, si on devait passer des formations pour savoir si on est apte en tant qu'autochtone d'aller chasser. Pour nous, ce n'était pas possible, et pas possible non plus de payer pour aller chasser nos gibiers. On ne pouvait pas appliquer cette loi ici, en tout cas en Guyane. L'adapter, mais pas applicable. En tout cas, c'était la parole que je devais porter au nom des peuples autochtones. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de, comment dire, j'ai été confrontée dans ce débat où les gens m'ont regardé ouvertement pour me dire que j'étais une sauvage. Que j'étais une sauvage et que c'était grâce à eux que nous, les peuples autochtones, on sortait de forêt. Sinon, s'ils n'étaient pas là, on était toujours dans la forêt et on se fait toujours aussi tuer. Donc, je suis désolée, mais à des moments donnés, il faut arrêter également ce genre de comportement, ce genre de racisme, je dis, puisque là, on parle de racisme carrément. Donc, ce n'est pas parce qu'on est des Amérindiens qu'on ne sait pas donner notre position. Et à ce moment-là, donc nous, enfin moi, je suis restée calme. Et ça, c'est juste un exemple que je vous donne. C'est pareil pour les revendications autochtones qui a été portée en 2017. Donc, j'étais une des femmes, la première femme qui disait que voilà, nous avons demandé 400 000 hectares en Guyane française. Donc, pour nous, pour qu'on puisse sauvegarder le maximum de forêt, 400 000 hectares, c'était très peu. C'était juste pour nous un début d'une demande, puisque l'importance du territoire, c'est lié à nos coutumes, c'est lié. On fait un tout pour nous. On ne peut pas déforester pour nous. C'est même au niveau spirituel, tout se respecte. L'homme est lié à la forêt. Nous, on est liés à la forêt et on espère juste que même, pas qu'au niveau autochtone, mais au niveau mondial, au niveau occidental, au niveau de tout le monde, qui réalise qu'on n'est qu'un tout. Donc, autant que les arbres méritent le respect, autant l'homme mérite le respect, autant que les animaux, autant que les fourmis, puisque même les fourmis, on les utilise pour guérir certaines choses. Donc, se faire traiter comme ça devant d'autres communautés, c'est quand même, pour moi, j'estime que c'est un non-respect et c'est du racisme carrément, puisque à l'école, c'est pareil pour nos enfants. Un autre exemple, les femmes qui décident de se réveiller en ce moment, quand je les entends parler, qui me disent « on est accueillis, nous, femmes de l'intérieur, nos enfants sont accueillis par des familles d'accueil sur le littoral, on ne nous donne pas à manger, il faut qu'on mange à telle heure, si on ne mange pas à telle heure, ça veut dire qu'on ne mange plus, on doit aller à l'église, on est obligé d'aller à l'église, et si on est malade, on doit se débrouiller pour aller à l'hôpital ou trouver quelqu'un pour nous emmener, et pourtant on est malade. Et normalement, on est censé rester chez cette famille d'accueil qui est censée s'occuper, qui reçoit, qui perçoit de l'argent. Donc, pour moi, c'est clair que c'est une forme de racisme envers les peuples autochtones. Il faut qu'on arrête ça, et c'est vrai que c'est plus donner de la visibilité sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait, puisqu'on nous dit à chaque fois
Vous demandez toujours des terres, vous demandez toujours de la forêt, mais vous en faites rien. Mais c'est clair, on n'est pas là pour déboiser, pour montrer qu'on fait quelque chose. On est là pour la sauvegarder. On est là pour la biodiversité. On est là même pour la communauté guyanaise en elle-même, puisque jusqu'à maintenant, on a su le garder. Les anciens militants et les militants qui sont présents ont su la défendre. La jeunesse se réveille, les femmes se réveillent. C'est parce que on essaye de dire, voilà, il y a une alerte, il y a quelque chose qui se passe, réveillez-vous. Je suis désolée, il y a le Covid qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? À cause de quoi? Le changement climatique qui arrive. Il y a quand même des points qui montrent qu'il faut qu'on s'alerte et qu'il va falloir quand même qu'on change la façon dont on vit. Donc, pour le territoire, ben, je pense que j'ai déjà tout répondu, que ce soit territoire et racisme. Donc, le territoire, pour nous, c'est très important, c'est un tout. Donc, voilà. Merci, Claudette. Sylvain, tu voulais, c'est SIA qui a marqué, je ne connais pas, tu voulais intervenir, je crois. Alors oui, merci beaucoup pour ce débat qui est très intéressant, et notamment à Claudette qui parle en tant que femme autochtone en lutte pour sa terre et son territoire, et plus largement pour les générations futures. Et ce que je voulais souligner, parce que je fais partie aussi du comité de solidarité avec les Indiens des Amériques comme Aurélie, et c'est nous qui avons porté effectivement le projet de traduire Warrior Woman. C'est parce que si on a décidé de travailler sur ce projet, déjà c'est qu'il fait partie de notre histoire en tant que cette solidarité avec les peuples autochtones dans les Amériques. Et justement, je vais faire un lien avec États-Unis et Guyane, puisqu'il y en a un. Nous connaissions déjà Madonna. Sa fille était en 77 à l'ONU, où certains d'entre nous étaient présents, et ce qui a amené à la création de notre comité. Donc, on fait partie de cette histoire. On a accompagné les peuples autochtones dans le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones qui a été adopté après au niveau des Nations Unies. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, les femmes autochtones et la jeunesse autochtone, comme l'a dit Claudette, sont en première ligne pour continuer ces combats qui ont été commencés par leurs anciens. Les anciens ont réussi à faire en sorte qu'ils soient reconnus dans le concert des nations. Avant, ils n'étaient pas reconnus, c'était des minorités, si ce n'est, ils n'étaient même marginalisés. On a essayé aussi soit de les assimiler dans les années 50 aux États-Unis avec le Termination Act, qui était donc une loi pour en fait éradiquer les réserves. Tout ça parce qu'il y avait des ressources naturelles dans ces réserves et qu'il fallait donc trouver un moyen de les exploiter. Voilà, donc il y a eu des projets ce qui va amener à la création de l'American Indian Movement, mais on ne va pas revenir un petit peu dessus, même si Madonna est une des dirigeantes historiques de ce mouvement. Et en fait, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, ce film montre une filiation, on a pu le voir donc, entre Madonna et sa fille, cette passation, et c'est pour cela que notre association a travaillé dessus et qu'on a organisé avec l'Ardux, les films l'Ardux, donc le sous-titrage grâce à Aurélie, et après donc la sortie en salle arrêtée à cause du Covid, et comme on sait, effectivement le cinéma actuellement en prend plein la gueule, et donc encore merci au Festival des droits de l'homme d'organiser, de continuer à montrer ces superbes documentaires. Et en fait, dans cette, avec le travail qui a été mis, et ça c'est pour revenir sur la Guyane, ces peuples autochtones autour de l'American Indian Movement qui ont monté la première structure ONG qui a été reconnue auprès des Nations Unies, qui s'appelle International Indian Treaty Council, le Conseil international des traités indiens, première association autochtone qui a eu un statut consultatif aux Nations Unies. Ben, ils ont amené la voix. Et pour faire le lien avec la Guyane, ce sont des étudiants donc Kalinia, donc de Guyane,
qui ont fait la première déclaration dans les années 80, première déclaration politique revendiquant les droits des peuples autochtones. Et pour savoir d'où vient cette déclaration, donc c'est surtout la famille Tjuka, donc des Kali'na, et c'est justement c'est parce ils avaient suivi le travail de l'American Indian Movement et des développements au niveau des Nations Unies, et c'est pour ça que ça a lancé cette dynamique. Et voilà, maintenant, les peuples autochtones sont reconnus en tant que peuple. Ils combattent pour leur souveraineté, pour leurs droits. Ils combattent contre les projets inutiles à travers toutes les Amériques et plus largement. Ils combattent l'extractivisme. Et donc, il est de notre devoir en tant que militants, en tout cas internationalistes et antiracistes, de se mobiliser à leur côté, comme on l'a fait à Standing Rock, comme on le fait actuellement contre le pipeline Land 3 au Minnesota, contre le pipeline Trans Mountain au Canada, contre Montagne d'Or et tellement de projets. Et juste, je terminerai sur, effectivement, Aurélie a mentionné la Convention 169 de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, parce que la Convention 169 de l'OIT est le seul document juridique au niveau du droit international qui est coercitif. Ça veut dire que si un pays le ratifie, s'il ne le respecte pas, on peut stopper des projets ou des choses et la France a bien ratifié la déclaration sur les droits des peuples autochtones, parce qu'il y a eu l'Union européenne qui a un peu forcé la main de la France, puisqu'elle était contre, la terminologie de peuple, puisque la France, dans sa constitution, ne reconnaît pas la pluralité d'existence d'autres peuples sur leur territoire, sauf la Nouvelle-Calédonie, mais on ne va pas rentrer là-dessus. Mais en tout cas, la France, par son ministère des Affaires étrangères, a toujours dit qu'ils ne ratifieront jamais la Convention 169. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des peuples autochtones qui sont sous domination française, que ce soit donc les populations et les peuples autochtones de Guyane, mais il y a aussi effectivement le peuple kanak qui est dans sa voie d'autodétermination, et le peuple mahoï de Tahiti qui a fait les frais des essais nucléaires. Donc en fait, montrer ce film, ça ouvre ces débats et ça montre aussi cette filiation des combats des peuples autochtones et de l'importance. Même si on est en France, on pense que c'est le truc exotique qui a été amené par les westerns, etc. Mais en fait, il y a une continuité, et derrière ce film et derrière tous ces combats, il y a une responsabilité. On peut l'appeler capitalisme, etc. Mais voilà, en tout cas, actuellement, les études décoloniales et tous les mouvements intersectionnels qui sont en développement prennent en compte la question de la femme, du territoire et du racisme en tant que fondement des mots modernes, et même on peut extrapoler jusqu'à la pandémie. Et juste une petite anecdote de John Trudell que je connaissais, puisque je travaillais pour Léonard Peltier, qui est un prisonnier politique aux États-Unis, qui est dans sa 45e année d'incarcération. Donc, je connaissais bien John Trudell personnellement, et notre association continue à travailler avec Peggy Trudell, sa fille, qui se mobilise contre les féminicides et en fait pour la reconnaissance de la question des femmes autochtones disparues aux États-Unis. John Trudell, en fait, de mémoire, avait je me souviens d'une déclaration qu'il avait fait. En plus, c'était en France, puisque c'était dans un festival de films qui était dans le sud de la France, je ne me souviens plus lequel, mais en tout cas, il avait dit le racisme est une guerre, et c'est la guerre qui a été faite contre nos peuples. Et nous sommes dans cette guerre contre. Alors, il avait dit ce gouvernement, American Corporate Government, qui est difficile à traduire, mais qui prend, en fait, nous sommes en guerre contre ce gouvernement américain et ses multinationales qui veulent nous accaparer nos terres. Donc voilà. Merci. Merci Sylvain de nous remettre tout ça en mémoire. Hervé, toi qui étais à La Rochelle, tu voulais dire un mot de plus? Et après, toi qui as vu le film à La Rochelle, si j'ai bien compris. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Hervé, tu peux y aller. Non, je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions. Je découvre, j'ai été par hasard assister à ce festival qui était plutôt un festival
nature, et d'ailleurs dont l'actuel thème 2021 va être justement habiter son territoire. Et c'est un film qui a été présenté par une artiste qui vit. Il y a eu un débat très, très intéressant après. On peut voir les références hein, sur le site internet ou Facebook de cette association rochelaise. Le côté qui m'a le plus. C'est un film magnifique de transmission de mère à fille et de lutte de femmes, d'empowerment de femmes, comme j'ai rarement vu. Ça m'a appris énormément de choses. Et donc, on pourrait le qualifier, si ce terme n'était pas trop utilisé, au sens très fort d'écoféminisme. Le personnage de Madonna et la façon de transmettre à sa fille, c'est vraiment ça au sens fort. Voilà, j'ai pas plus à dire ou beaucoup d'autres choses à dire. Voilà. Merci de pour ton et témoignage. merci beaucoup pour vos débats, même si je l'ai pris en cours de route. J'ajouterais que toujours en tant que néophyte sur ces questions, ce qui m'aide à vous suivre sur les questions des pensionnats, c'est l'extraordinaire BD reportage de Joe Sacco sur les peuples premiers du Nord Canada et l'exploitation des mines, qui est un document exceptionnel et qui met en valeur le média BD reportage à son sommet de puissance d'information. Voilà. D'accord, merci de ton témoignage. Marie, tu voulais intervenir peut-être? Je sais pas, je vois pas toutes les mains sur mon écran. Alors, j'ai une question. Ces 4 années Trump, comment ça s'est passé pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, enfin, des États-Unis particulièrement? Est-ce que ça a été une aggravation de la situation ou pas? Je sais pas si Qui peut répondre? Aurélie? Oui, je veux bien prendre la parole si personne d'autre se prête au jeu. Ouais. Et, alors, les 4 ans de Trump, ça a été quoi? Ça a été terrible pour tout le monde, donc je pense a fortiori pour les peuples autochtones. Et pour plus rentrer dans le concret, tout à l'heure, en début de débat, il y a eu une question à laquelle on n'a pas encore répondu, c'était c'en est où pour l'oléoduc Dakota Access Pipeline et la situation pour les Sioux Dakota et Nakota de Standing Rock, c'est que le pipeline a été construit, enfin, a été ratifié dès l'investiture de Trump, puisqu'en janvier 2017, il arrive au pouvoir et l'un des premiers décrets qu'il signe, enfin, qui ratifie, c'est celui justement d'implémenter la construction du DAPL qui avait été suspendu par Barack Obama. Donc l'oléoduc a bel et bien été construit. Après, c'est un échec de la résistance assez relatif, puisque ça a impulsé plein d'autres mouvements. Déjà, ça a eu un impact médiatique international extrêmement fort, puisqu'on n'avait pas vu ça depuis les 40 dernières années, justement depuis les mobilisations de l'American Indian Movement. Mais ça a aussi impulsé tous les mouvements actuels. Donc, on parlait de Line Free tout à l'heure, Sylvain, je crois, dans le Minnesota. On peut aussi citer Trans Mountain, donc de Kinder Morgan en Colombie-Britannique, en territoire Secwepemc, où il y a encore à l'heure actuelle des fortes mobilisations contre l'extension, contre la construction de tous ces projets. Et c'est encore une fois des luttes qui sont conduites par les peuples autochtones et par les femmes en particulier. Et Trump aussi, c'est cette politique assez, je pense, c'est un pléonasme hypocrite de nommer sa fille Ivanka à la commission pour, enfin, de mémoire, je pense que je vais me tromper dans le titre exact, mais en tout cas, c'est sûr, pour la question des meurtres et disparitions des femmes et des filles autochtones aux États-Unis. Donc, c'est toute l'hypocrisie de son gouvernement aussi qui peut au coup pour pas en faire une marotte. Mais là, je pense qu'on sera tous d'accord, extrêmement raciste, la politique extrêmement raciste de Trump.
puisqu'on l'a vu aussi, enfin, pour ce qui est des migrants, enfin, à la frontière états-unienne, mexicaine, etc. Mais, et si j'insiste sur la nomination d'Ivanka Trump à cette commission pour les femmes et les filles autochtones portées disparues et assassinées, c'est que les États-Unis ont toujours refusé que des chiffres exacts, que des réelles enquêtes soient faites sur ces disparitions et ces assassinats, alors qu'avec tous les reproches qu'on peut faire au Canada, le Canada a quand même, dans toute sa... Pareil, enfin ça, ce sera un grand débat parce que c'est aussi une forme d'hypocrisie assez forte, mais en tout cas a permis que des enquêtes nationales soient faites pour au moins amorcer une tentative d'endiguer ce fléau cette pandémie, pour le coup, ça c'est aussi une véritable pandémie. On parle beaucoup du Covid, mais cette pandémie-là, on n'en parle pas jusqu'à temps qu'elle nous touche. Et donc voilà, je m'arrêterai peut-être là. Il y a une remarque là de Sylvain qui s'adresse à Claudette concernant les enfants autochtones de Guyane qui ont été appelés, qui ont été envoyés dans des pensionnats appelés hommes, similaires à ceux du Canada et des États-Unis. Est-ce que Claudette peut nous en parler aussi, peut-être? Oui, donc à une époque, c'est vrai que on parle au moment de la colonisation, on parle de l'histoire un peu, quand les colons sont arrivés sur le territoire de la Guyane. Effectivement, j'essaye de faire une petite synthèse qui relie un petit peu l'histoire du pensionnat. Donc, certains peuples ont été quand même, il y avait certains peuples qui ont été, on ne va pas dire, oui, on va dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été enlevés et exposés également pour montrer c'était quoi les Amérindiens de Guyane, les plus sauvages en général. Et les enfants et les femmes étaient enlevés et mis dans des couvents où est-ce qu'ils devaient apprendre la religion. Et ça a duré énormément de temps, jusqu'à pas très longtemps. Je connais certaines personnes, des sages parmi nous qui ont vécu cette période qui n'a pas été facile. Donc, d'où la disparition de nos chamans. Et la religion a énormément tué tout ce qui était chamanisme chez nous, puisque chez nous, les chamans sont les guérisseurs, sont également spirituellement les personnes qui nous guident. Et donc, quand la religion est arrivée, à ce moment-là, ils étaient vus comme le diable, puisque c'était autre chose que d'adorer Dieu. Et du coup, il y a certains villageois dans certains peuples qui tuaient leurs propres chamans et d'autres chamans qui étaient obligés de partir et quand un chaman part, en général, il part avec également des villageois qui les suivent. Et c'est comme ça que des villages, des fois, se créent un peu plus loin. Donc, oui, on a vécu quelque chose de similaire à ça il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que j'ai fait référence aux familles d'accueil. Pour moi, ça dure toujours, en fait, puisque les enfants qui viennent de l'intérieur, ils sont obligés d'aller dans des familles d'accueil ou dans des internats où ils sont complètement perdus, ils n'ont plus contact avec leur famille et il n'y a rien qui peut des fois, il y a des gens qui connaissent au niveau du littoral, il y a des associations qui essayent d'aider ces jeunes, il y a des femmes qui se réveillent également pour essayer de porter des projets de création de villages sur le littoral pour pouvoir essayer d'accueillir ces jeunes, parce que, comme on a parlé tout à l'heure, c'était le choc culturel. Donc, tout ça, c'est une réalité qui est actuellement, en ce moment, qu'on vit et que les enfants le vivent également. Donc, maintenant, il y a tout ce qui est, comment dire, il y a les narcotrafiquants, il y a la drogue ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas, mais tous les jeunes sont approchés par ces personnes-là et donc ils font la mule entre la Guyane française et la métropole. Et il y a des parents qui ne savent même pas que ces jeunes-là sont exposés à ce danger. Et donc, du coup, tous nos jeunes autochtones, automatiquement à l'aéroport, sont contrôlés. Qu'est-ce qu'ils vont faire en métropole? Et
tout ça, tous les autorités le savent. Donc, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps et c'est très dur à vivre. En tout cas, pour nous, les femmes, quand on entend que nos jeunes vivent cette difficulté, euh, voilà quoi, on ne peut pas accepter. Écoutez, oui, je vois que l'heure a beaucoup tourné, c'est un débat passionnant. Ce que je vous propose, c'est de prendre chacun de vous, les trois intervenants, peut-être 1 ou 2 minutes de conclusion sur ce débat. Puis je dirai un mot pour terminer. Et puis voilà, en vous remerciant déjà préalablement, mais je le referai tout à l'heure. Qui veut commencer là, peut-être Jean-Michel, peut-être, un petit mot de conclusion? Puis on laissera. D'accord, ok. Ok, d'accord. Un mot de conclusion. Ben, disons que je vais revenir et réenfoncer le clou en disant que le processus est un processus global, dans le sens où il y a quelques siècles, c'était ce qu'on pouvait appeler l'idéologie de la consommation. C'était, comment dire, des peuples occidentaux qui partaient conquérir d'autres territoires en étant certains qu'ils agissaient au nom du vrai Dieu. Et donc, ils s'appropriaient tous les autres territoires, n'ayant pas de prince chrétien, comme la bulle de 1492 le dit, du pape Borgia. Ça, c'était avant. Et comme le disait Aimé Césaire, c'est d'abord le cerveau du colon qui est colonisé. Il faut qu'il soit formaté à faire ça. Donc avant, on s'appropriait les autres territoires avec l'idée que c'était le souhait du vrai Dieu. Maintenant, c'est terminé. Tous les territoires sont pris. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une idéologie de consommation, c'est-à-dire une poignée de dirigeants et d'entreprises qui consument maintenant la terre de l'intérieur. Et c'est pour ça que le principal combat, c'est l'environnement, et qu'il est vrai que les autochtones du monde entier, et je pousse jusqu'à parler des autochtones des régions, de même de nos pays occidentaux, sont les gens qui sont en première ligne par rapport à la défense de l'environnement. Et la défense de l'environnement, c'est quand même la pièce maîtresse, puisque si l'environnement s'effondre, quel que soit le montant des dollars, ça n'arrangera rien de toute façon. Donc, je pense que c'est le devoir de tous les gens activistes, de tous les gens qui sont prêts à combattre et à militer, de s'associer à ces peuples autochtones du monde entier pour la lutte pour la préservation de l'environnement, qui est aussi une lutte contre l'ultra-capitalisme. Et la raison pour laquelle il faut s'associer avec eux, c'est que nous, souvent occidentaux, on en a les moyens, et eux sont souvent ceux qui sont en première ligne, mais sont complètement désœuvrés, en tout cas n'ont pas les mêmes moyens matériels que nous. C'est pour ça que c'est un truc essentiel. Voilà. Merci. Aurélie, peut-être? Oui, je vais essayer d'être très bref pour laisser le temps qui reste à Claudette. Juste pour finir, déjà remercier le festival pour voilà, nous permettre de parler de War Woman, de ce film qui me semble absolument magnifique et passionnant. Et juste pour finir, je voudrais rappeler cette phrase des Zapatistes qu'un ami très très proche aime beaucoup à rappeler, et je pense qu'on a parlé des Zapatistes tout à l'heure, donc ça fait un peu la boucle et ça rappelle un peu la narration cyclique du film, mais c'est que la terre appartient à celui et à celle qui la travaille. Donc voilà, et je laisse la parole à Claudette. Claudette? Oui, donc tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité et avoir cet espace également pour le mouvement des femmes autochtones. Très belle rencontre et sincèrement, ça m'a beaucoup également appris. Vous m'avez également appris des choses. Donc, c'est comme je disais tout de début, c'est un tout. On est là, je pense que si on fait ce genre de webinaire, c'est pour vraiment mettre en avant ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe avec ce qui est préservation de la nature et le combat des femmes. Donc, quand on parle de peuple autochtone, on parle de la forêt en général. Et c'est vraiment notre pilier. Et si on peut sensibiliser le maximum de personnes, c'est vraiment
quand on veut aider les peuples autochtones, c'est vraiment pour donner la visibilité au combat qu'on fait, qui est légitime et qui est pour tous, si on réfléchit bien, puisque c'est vraiment que tout le monde puisse renouer avec cette terre, car elle mérite autant notre respect que n'importe qui. Donc voilà, merci encore. Mais merci à vous tous. Merci à Roger. Oui, Roger, tu veux dire un mot ou... Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce qui a été dit et que je partage et que Survival partage, même si les méthodes d'action d'action et d'information ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du CSIA ou autre, mais je pense que aussi bien Aurélie que Claudette ou Jean-Michel, vous devez connaître Survival et ce qu'ils essayent de faire par rapport à tous les peuples autochtones sur tous les continents. Parce qu'il n'y a pas que l'Amérique, malheureusement, ça se passe aussi en Inde, en Australie, en Afrique et ailleurs. Voilà, mais moi aussi, je vous remercie à tous, aux participants et aux intervenants pour toutes les informations, lumières et les clarifications que vous avez apportées. À très bientôt. Merci. Merci Jean-Pierre pour cette organisation et pour ce festival qui aura duré 2 mois au lieu de 2 semaines finalement. Voilà, c'est allé dans le temps. Merci Claudette, merci Aurélie, merci Jean-Michel. Merci à vous. Au revoir. Et à demain pour ceux qui sont les locaux. Au revoir, merci beaucoup. Ciao.